Sophia, viens saluer ta coépouse. Bonsoir. Elle porte mon fils. La maison est petite mais propre et gérable. Puisque tu n'as pas pu me donner un héritier, elle le fera. Tu dois être fatigué, laisse-moi t'apporter de l'eau. Tu cuisineras pour elle, tu nettoieras pour elle. Elle porte le roi de cette maison. Sophia, ce ventilateur est trop lent, augmente la vitesse. La télécommande est juste à côté de toi. J'ai dit augmente! Merci, la grossesse n'est pas facile, tu ne peux pas comprendre. Tu devrais boire plus d'eau, cela évite les gonflements. Tu conseilles qui? Une femme qui ne peut pas mener une grossesse à terme? Laisse-moi te dire une chose, cette maison changera dès que mon fils arrivera. Les choses passeront différemment, tu ne seras plus la patronne. Es-tu sûre? Oui, Idriss l'a déjà dit, après mon accouchement nous rénoverons ou peut-être devrais-tu simplement partir. Discrètement avant que mon fils commence à appeler une autre femme maman. Ne te stresse pas, le stress n'est pas bon pour le bébé. Tu es trop silencieuse, c'est suspect, tu réfléchis trop. Habitue-toi à me servir, après tout tu n'as pas pu donner un enfant à ton mari. Profite de l'attention pendant qu'elle dure. Le dîner est prêt. Ça sent bon. Est-ce que c'est épicé? Doux comme tu l'aimes. Quoi, tu ne l'aimes pas? Je n'aime pas. N'a-t-elle pas dit qu'elle n'aime pas le piment? Ce n'est pas pimenté. C'est juste bizarre, je ne peux pas manger ça. Sophia va préparer autre chose pour elle. Elle est enceinte. Tu veux autre chose? Peut-être des nouilles ou de l'igname frites? Quelque chose comme ça. Sois rapide. Bien sûr. Merci. Sauf? Désolé, vous vous êtes trompé de maison. Non, c'est bien la maison. Non, c'est bien la maison. Sophie, mais qu'est-ce qui se passe ici? Soupe au poivre, je l'ai vue dans ton salon enceinte. Oui, c'est tout ce que tu as à dire? Personne ne m'a remplacé. Alors pourquoi agis-tu comme une bonne à tout faire dans la maison de ton père regardant le film? Ce n'est pas Netflix. Qu'est-ce que tu prépares le dîner? Sophie, tu dois quitter cet homme. Tu es encore jeune, bébé, je sais ce que je fais. Viens dîner, bientôt la vérité sera révélée. S'étendait en courbe serrée autour du marché central. Les maisons étaient serrées, peintes en terre battue ou en couleurs vives, et le vent perfide portait parfois des rumeurs plus vite que la pluie. Dans une ruelle au bord du marché se trouvait la maison de Cato, un modeste bâtiment aux murs ocre appartenant à une famille dont l'apparence sociale se revendiquait. C'était la demeure où tout se jouait où, depuis quelques mois, une nouvelle épouse avait pris place. Sophie était coépouse, discrète et douce, née d'une famille de commerçants. Elle avait épousé Idriss par convenance, non par amour, et avait apporté dans la maison la patience comme seul présent. Sa coépouse, Maya, était flamboyante, irrépressible, elle riait fort, commandait fort, et s'était imposée comme reine de la maisonnée. C'est Maya que l'on voyait gouverner, annoncer la venue d'un enfant comme on proclame l'avènement d'un héritier. Idriss, le mari, était un homme sobre, souvent absent, absorbé par son petit commerce. Souvent il rentrait tard, écoutait et ne changeait rien. Mais derrière les rires et la cuisine odorante, quelque chose grondait. Les voisins parlaient à voix basse. On murmurait que Maya attendait, depuis longtemps, que son ventre s'arrondissait, qu'elle était consacrée. Sophie gardait le silence parce que le silence lui avait souvent servi d'armure. Pourtant, chaque regard, chaque commentaire l'effleurait comme une épine. La famille d'Idriss commençait à la regarder différemment, moins d'accueil, plus de condescendance. Sophie faisait le ménage, préparait les repas de Maya, et la regardait recevoir compliments et cadeaux. Les paroles de la belle-mère Lala étaient comme des ordres, laisse les choses être, Sophie. On ne dispute pas l'honneur d'un foyer. Un soir, alors que la maisonnée ruminait, une visite inattendue arriva. La mère de Sophie, venue de la ville voisine, posa son panier sur la table et regarda longuement sa fille. « Tu as l'air plus maigre, dit-elle. Et tu dois te protéger. N'écoute pas les moqueries. » Sophie accepta la visite comme une bouée. Sa mère, Fanta, était sage et avait toujours dit, dans les maisons où l'on aime, on prend soin. Mais elle ne pouvait rien contre la dynamique de la maison d'Idriss. À l'extérieur, Kawala bruissait d'histoire. Un soir, dans la boutique de tissus non loin, un vendeur crut bon d'insinuer « Si Maya réussit à avoir un fils, imagine le prestige. » Sophie frissonna, se demandant si l'enfant, s'il naissait, changerait réellement la hiérarchie.
Avant que le chaos ne commence, il faut savoir qu'il existait au-delà du village une ancienne pratique, perpétuée par quelques femmes de la forêt de Namba. Les talismans, les potions et les rites se transmettaient comme des recettes de famille. Maya, avant son mariage, avait rencontré une femme étrange, une voyante nommée Zara, qui lui avait promis un avenir. Zara avait un basané trop foncé, de longs doigts, et un rire sec. Elle vivait sur la lisière, où les arbres se mouvaient comme des mains. Maya, consumée par son désir d'être mère et d'affirmer son rang, avait discuté avec la voyante. Elle avait apporté une mèche de cheveux d'une connue, une offrande d'insécurité. Zara avait souri, « Tu veux un fils ? Le village t'en donnera un. » Elle nota la date sur une feuille et fit un signe vers la lune. Sophie ne savait rien de ses secrets. Sophie priait, elle, au temple de la rue principale, offrant des bougies pour la paix et la longévité. Les dieux lui rendirent son silence en sourires médisants. Les premiers signes vinrent vite. Maya fut bien vite enceinte, ou du moins la rumeur le disait. On organisa un repas pour célébrer et ce fut un repas où le sel et le sucre furent mis plus généreusement que d'habitude. À table, Maya parlait de l'enfant comme si déjà il dirigeait la maison. Sophie servait, retenue, coupant silencieusement les légumes et préparant un plat pour la femme enceinte. Quand Maya se leva pour demander la main d'Idriss, Sophie sentit un malaise se glisser comme une ombre. La nuit où Maya remarqua un sifflement au vent, elle se réveilla en sueur. Elle crut reconnaître un chant lointain. Zara murmura des conseils par message apporté par un messager, « N'oublie pas d'être douce. Offre-lui du sommeil. » Et Maya offrit à Sophie de l'huile parfumée, en affectant la générosité. Sophie accepta, naïve. L'huile sentait le clou de girofle et quelque chose d'autre, plus ancien. Contenu dans un secret qu'elle ne devait pas divulguer, par fierté et par peur. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Maya sembla aller bien. Sophie, quant à elle, sentit son propre corps fléchir une faiblesse, une incapacité. Elle ne pouvait plus porter d'enfant, un diagnostic ancien que seule sa mère connaissait. On l'avait soumise jadis à des tests et à des espoirs qui s'étaient éteints. Sa douleur était contenue dans un secret qu'elle ne devait pas divulguer, par fierté et par peur. Et pourtant, en ville, des bruits de foire rapportaient des faits étranges, un pot de terre avait explosé en plein marché, des poules avaient refusé d'incuber, et une vieille femme avait prédit la chute d'une maison. Certains accusaient la sorcellerie. Certains accusaient la jalousie. Les langues se délient quand la peur s'installe. Le soir où Maya entra en travail prématuré, le chaos s'installa. La famille se précipita. On appela les sages-femmes, puis le docteur du dispensaire municipal. Les contractions s'intensifièrent, et dans le silence lourd de la maison, l'attente devint une épreuve. Les murs semblaient retenir leur souffle. Quand la sage-femme examina Maya, elle déclara que tout était normal, mais que le travail stagnait. Les heures passèrent. On tenta les remèdes traditionnels, tisanes, compresses, prières. Idr resta impuissant, allant et venant, parlant à voix basse au téléphone, cherchant un miracle. Sophie se tenait à l'écart, avec ce mélange d'émotions qui la dévorait, jalousie, solitude, compassion. Elle se surprit à murmurer un souhait pour la mère et l'enfant. Elle voulait que tout se passe bien. Mais à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère se chargea d'une lourdeur invisible. Ce qui suivit fut lent et implacable. Après que les heures eurent filé, la sage-femme, inquiète, demanda qu'on fouille la maison. Quelque chose interfère, confia-t-elle. Lala, la belle-mère, et quelques voisins cherchèrent des signes, amulettes cachées, herbes étranges, morceaux de tissu. Derrière une commode, sous une pierre, on trouva un paquet. C'était petit, enveloppé dans un linge noir. À l'intérieur, une poupée d'écorce, un petit récipient d'huile, et une mèche de cheveux ressemblant à celle de Sophie. La découverte fit vaciller l'air. Les visages se fermèrent. Qui avait voulu nuire ? Qui avait introduit cette chose ? La poupée d'écorce portait des marques, des nœuds, comme si elle cherchait à attacher quelque chose au cœur d'un destin. Sophie sentit la terre se dérober sous ses pieds. Des doigts invisibles semblaient avoir tracé un chemin entre la poupée et sa vie. Qui ferait cela, sanglota-t-elle. Maya balbutia qu'elle n'en savait rien. Mais quelqu'un dans la foule murmura le nom de Zara,
et d'un coup la vérité commença à pointer comme une lame. Zara fut convoquée. La voyante arriva, enveloppée d'un tissu sombre, son sac contenant de vieilles plantes. Elle sourit, trop calme, vous avez trouvé des affaires. Et alors? Les gens gardent des souvenirs. Mais ses yeux glacés ne trompaient personne. Un homme du marché jurait l'avoir vu recevoir Maya la semaine précédente. Un enfant raconta avoir vu Maya déposer une boîte dans l'allée de la forêt. Les mots s'accumulaient et peignaient une image de complot. Le village se divisa. Certains prétendaient qu'on ne pouvait accuser sur simple découverte. D'autres voulaient un châtiment direct. Idriss, partagé entre la famille et la peur du scandale, demanda le calme. Nous devons régler cela à la maison, dit-il. Mais la maison déjà brûlait de soupçons. Lala, la mère, regardait Sophie d'un œil nouveau. Maya, effondrée, criait qu'elle n'aurait jamais fait de mal. Sophie, novice en guerre spirituelle, se retrouva choisie par les regards. Qui cherchait à l'anéantir? Qui espérait effacer son droit d'exister? Scène 9, le rituel inversé. Lala, qui n'était pas femme de superstition légère, demanda l'aide de la vieille herboriste du village, Aminata, une femme au sourire rare qui connaissait à la fois la médecine et les rites. Aminata examina la poupée, hocha la tête et murmura, « Ceci est un instrument de fixation. » Il lit la naissance à la volonté d'un autre. Elle conseilla un rituel de purification, brûler la poupée, purifier la maison au clair de lune, et réciter des prières sur l'enfant qui allait naître. Elle parla aussi d'un risque, si la poupée était consumée sans précaution, l'énergie pourrait se retourner contre l'envoyeuse. La nuit tombante, la famille se réunit. Sous la lueur d'une lanterne, Aminata commença le rituel, traça des signes au sol, jeta des herbes dans le feu, et psalmodia 12 noms anciens. La maison trembla comme un corps qui respire fort. Un vent surgit de nulle part, souffla les fenêtres, et un cri perça la nuit, non pas un cri humain, mais un son qui évoquait la fuite des bêtes. Maya s'effondra, prise d'une peur panique. Le lendemain, alors que l'aube tremblante jetait une pâle lueur, une lettre fut découverte dans la boîte aux lettres d'Idriss, un parchemin scellé. Il était anonyme. Le message, court et glacial, disait « Ce que vous avez reçu est un prêt. Gardez-le bien. N'oubliez pas de payer. » Au bas, un symbole ancien que Lala reconnut, c'était le sigle que portait la famille de Zara, un vieux signe de transaction d'âme dont on murmurait l'existence dans la forêt. La découverte incendia les esprits. On accusa Maya d'avoir acheté un destin. On accusa Zara d'avoir troqué une naissance contre un pacte. On regarda Sophie comme si elle avait été la cible choisie. Les histoires prirent de l'ampleur, certains disaient qu'un enfant volé avait été attaché à cette famille. D'autres, plus sensés, parlèrent d'exagération. Mais l'équilibre fragile était brisé. Sophie rêvait de plus en plus souvent d'un couloir sans fin, où une silhouette allait de porte en porte, déposant des poupées. Elle sentait une présence au fond de la maison, un froissement imperceptible dans le mur. Les nuits devenaient longues, peuplées d'un souffle qui n'appartenait à personne. Elle se réveillait parfois les mains tachées d'encre noire, comme si elle avait écrit des pages de mots qu'elle ne se souvenait pas. Un soir, à la veillée, un enfant du voisinage s'approcha de Sophie. Ses yeux étaient trop vieux pour son âge. Il murmura, « Ils disent que l'enfant porte une marque. Ils disent que si la porte de la maison s'ouvre à minuit, il faudra que tu regardes. » Sophie comprit qu'il y avait un défi à affronter. Le mal, si mal placé, cherchait à infiltrer le foyer quand les défenses étaient faibles. La tension culmina lorsque, un dimanche soir, la maison fut la cible d'un acte malveillant. Des herbes furent placées sous le matelas de Maya. Des onguents inconnus furent répandus dans la cuisine. Les animaux du voisinage devinrent nerveux. Un feu fit rage près du hangar de Kato, et on suspecta un incendie criminel. Lala accusa, hurla des noms. Idriss se retrouva au milieu comme une bouée qui chancelle. Sophie, les yeux pleins de larmes, se sentit prise au piège. Partout où elle allait, des regards la jaugeaient, comme si elle pouvait libérer un poison par sa simple présence. Les voisins organisaient des tours de garde la nuit. Aminata, infatigable, faisait des mixtures, les brûlait au coin des chambres. Mais les nuits restaient lourdes. Une question obsédante revenait, qui voulait réellement le malheur de cette famille?
Les anciennes rancœurs? La peur du changement social? Ou la vengeance d'une âme blessée? Puis vint le témoignage qui fit basculer l'affaire. Un cousin éloigné de Maya, qui travaillait parfois comme chauffeur pour la famille, vint en pleurs à la porte. Il dit qu'il avait vu Maya avec Zara, non pas pour un pacte, mais en pleurs, demandant de l'aide, implorant un moyen de se protéger contre la stérilité, et que Zara avait insisté pour utiliser une méthode ancienne, temporaire, pour assurer un héritier. Le cousin expliqua qu'il avait vu la mèche de cheveux de Sophie être glissée dans une boîte, et qu'on lui avait demandé de la brûler. Mais pris de remords, il avait sauvé la mèche et l'avait cachée, puis livré l'information lorsque le désastre avait commencé. Ce témoignage jeta une lumière crue sur les événements. Maya pleura en clamant son innocence, elle ne savait pas que la mèche était de Sophie. Elle avait cru à une action visant à protéger l'enfant, un rituel anodin proposé par la voyante. Mais la découverte n'arrêta pas la colère. Les coups portés sur la porte de la maison se firent plus violents. Une foule menaçante demanda réparation. Scène 15, pente de déchéance. La confiance se désintégra. La famille d'Idriss, se sentant humiliée par l'importance du scandale, porta plainte pour diffamation. Idr, affaissé, commença à se distancier. La pression sociale, l'idée d'un héritier artificiel, et la honte d'être père d'un enfant dont les origines étaient mises en cause, eurent raison de lui. Il devint taciturne, parfois violent dans ses paroles. Lala, la belle-mère, se sentit trahie et perdit de sa bienveillance. Maya, consumée par la peur de perdre la légitimité de son enfant, s'accrocha à son bébé comme à une bouée. Sophie, petit à petit, comprit qu'elle n'était plus simplement une victime absente, on l'accusait d'avoir tiré avantage de la situation. On murmurait qu'elle aurait offert ses cheveux pour lier sa chance à un héritier. Les amis d'autrefois la fuyaient, et même sa mère, Fanta, venait désormais la voir abattre un an, comme on regarde une blessure. Le poids devint insoutenable. La rupture devint inévitable. Un cousin d'Idriss, oncle Jonas, une figure autoritaire de la communauté, insista pour que la famille évite davantage le scandale. Il faut couper, dit-il d'un ton sec. Il faut que la maison retrouve sa dignité. Les mots prirent sens. Un avocat fut contacté, on intima Sophie de quitter la maison pour le bien de la paix familiale. Mais Sophie, blessée, refusa d'abord. Elle revendiqua son droit de rester. Elle pointa qu'elle n'avait rien à voir avec la mèche. Elle hurla sa vérité, mais ses cris se heurtèrent aux murailles de l'indifférence. Des menaces furent lancées à voix basse. Tu ferais mieux de partir avant qu'on ne rende visite. On lui laissa 1 semaine, puis 4 jours, puis 7 heures. Le temps devint un instrument pour l'écraser. Sophie comprit que rester reviendrait à provoquer un désastre. Son honneur se déchira entre le désir de justice et la volonté de préserver la paix. La nuit précédant son départ, Sophie fit ses valises lentement. Elle mit les objets qui lui restaient de sa mère, des photos, des lettres. Elle se laissait guider par un mélange de rage et de résignation. Aminata vint la voir et posa une main lourde sur son épaule. « Pars, ma fille. Pars maintenant, et n'oublie pas qui tu es. » Aminata parla aussi d'un contre-rituel qui aurait pu réparer l'âme, mais l'idée même d'attirer davantage d'attention était devenue insoutenable. Exilée dans une maison modeste, Sophie tenta de se reconstruire. Elle trouva un travail chez une cousine, cousant des robes et vendant au marché. La vie reprit un rythme plus simple, mais l'ombre des événements la suivait. Parfois, la nuit, elle entendait des paroles, « Tu as pris ce qui était à nous ». Elle surprenait des voisins chuchoter, plus cruellement, elle sentait que son absence était devenue un soulagement pour certains. De son côté, la vie à la maison d'Idriss ne retrouva jamais sa sérénité. Maya était devenue méfiante, sur la défensive, toujours en train de vérifier chaque objet, chaque intrus. Le bébé naquit finalement en bonne santé, un garçon fort mais la joie fut entachée. Le bébé, prénommé Kofi, grandit entouré de soupçons. Les regards se concentraient sur lui comme sur un témoin silencieux. On l'appelait parfois l'enfant du contrat, et ses mots résonnaient comme une blessure. Les années passèrent. Sophie apprit à vivre autrement, à coudre, à vendre, à rire par petites touches. Elle retrouva quelque dignité. Un jour, un homme du marché, Ahmad, reconnu pour sa droiture, vint lui parler.
Il avait entendu des choses, avait rencontré le cousin qui avait l'avoué, et désormais il cherchait à l'aider à reprendre son rang. On ne peut pas laisser une femme ainsi, dit-il. Il proposa d'appuyer sa plainte. Sophie sentit l'espoir revenir. Mais la justice sociale n'efface pas l'empreinte d'un mensonge. Les dialogues, les accusations, les procès-verbaux, tout cela fatigue. Sophie savait qu'elle aurait besoin de force pour revenir sur ses pas. La confrontation arriva inévitablement. Un jour, lors d'une assemblée publique du village, un face-à-face fut organisé. Idriss, Maya, Lala, Sophie, et quelques témoins se retrouvèrent devant la communauté. On entendit les cris, les aveux, et les plaidoiries. L'oncle Jonas prit la parole d'une voix épaisse. « Nous avons été humiliés. Nous exigeons réparation. » Sophie se leva, les mains tremblantes, et parla calmement. Elle révéla le témoignage du cousin, la vérité sur la mèche, la manière dont Maya avait été conseillée. Elle parla aussi des sacrifices et de la douleur. La réunion devint un champ de bataille morale. Certains pleuraient, d'autres hurlèrent. Maya se défendit en expliquant qu'elle avait cru être aidée. Lala, humiliée, sentit ses principes bafoués. Le village, pourtant, commença à voir la complexité, pas tout n'était noir, pas tout n'était blanc. Les conséquences furent lentes mais implacables. Idriss, plus fragile encore après les années de tension et l'impact sur son statut, céda à la pression de sa famille. C'est trop, dit-on. Les procès-verbaux furent signés. Les avocats firent leur besogne. Sophie, épuisée, mais délivrée d'un fardeau, reçut une notification, on demandait qu'elle quitte définitivement la maison, et que le divorce soit prononcé. Elle regarda les documents, sentit la lourdeur d'un pays qui punit parfois davantage la victime que le coupable. On lui donna une semaine pour partir. L'oncle Jonas imposa la contrainte. Aucun appel ne sembla utile. Et ainsi, la chronique s'acheva comme elle avait commencé, avec une décision tranchante. Le divorce fut consommé, et la maison de Kato retrouva un calme officiel, mais fragile. Épilogue, la cicatrice et la leçon. 6 ans plus tard, assise sur la véranda de la petite maison où elle avait recommencé, Sophie regardait l'horizon et se souvenait de chaque détail. Le pays était le même, les ruelles n'avaient pas changé, mais elle avait changé. Elle avait appris à tenir tête, à se défendre, à pardonner sinon pour les autres, au moins pour elle-même. Elle connaissait maintenant la complexité du désir, la fragilité des réputations et la façon dont les superstitions et la jalousie pouvaient détruire des vies. Elle revint parfois au marché, regardant furtivement la maison d'Idriss, mais sans haine. Elle avait retrouvé son travail, ses amis sincères, et une dignité qui ne dépendait plus du foyer d'un homme. L'histoire de son exil devint un murmure dans le village, une mise en garde sur l'importance de la vérité et de la prudence. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, laissez un j'aime pour ne rien rater.